Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, chroniques et reportages. Vous connaissez la promesse de l'émission, donner du sens à l'actualité, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 2 octobre. Sébastien Lecornu est en train de battre un double record, celui du Premier ministre sans gouvernement, mais pas sans manifestation. Déjà, la 3e mobilisation depuis qu'il est à Matignon. Tiendra-t-il compte de cette pression? À quel point son gouvernement va ressembler à celui de François Bayrou? Est-ce du côté du Rassemblement national qu'il va peut-être finalement obtenir un répit? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis, dans la seconde partie de ce Sens Public, l'histoire d'un géant du XXe siècle, Robert Badinter. Vous êtes là, aujourd'hui, parmi nous. Les lois de la vie et de la mort comme suspendues. Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France, et vous attendent au Panthéon. Emmanuel Macron a décidé de faire rentrer l'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand au Panthéon. Dans 3 quarts d'heure, on vous raconte ses combats contre la peine de mort, pour la dignité et la réinsertion des détenus, mais aussi la force de ses mots, de ses convictions ici au Sénat ou au Conseil constitutionnel. Pour réagir à l'entrée de Robert Badinter au Panthéon, mais aussi à l'actualité politique et sociale, vous pouvez, vous le savez, flasher ce QR code. L'un des constats de cette journée, c'est que l'intersyndicale a eu plus de mal à mobiliser. Jean Barrère, Marion Lompageux. Une manifestation moindre, mais une colère intacte. À travers la France, près de 240 cortèges se sont élancés, avec à Paris quelques dizaines de milliers de personnes parties depuis la place d'Italie. Difficile, expliquent les manifestants, de se mobiliser 3 fois en quelques semaines. Mais le sentiment de ne pas être entendu est intact. C'est sûr que les gens ne peuvent pas sans arrêt se mettre en grève. On a déjà assez de mal avec à avoir une vie correcte quand on a des bas salaires, quoi. On n'a rien de clair. Le budget, de toute façon, on ne sait toujours pas ce qui va en être. Mais malgré tout, ils font se mobiliser contre le fond, c'est-à-dire stop à la politique de Macron. L'Union intersyndicale qui avait appelé à cette mobilisation veut avancer en rang serré et voit dans cette nouvelle journée un succès avant tout dans la durée face à un Premier ministre déconnecté. Personne. Chapeau l'artiste. Il n'a même pas nommé son gouvernement, il n'a même pas présenté son budget. Il est là depuis moins d'1 mois et il a 3 journées de manifestations et de grève dans le pays. On voit que la colère sociale est énorme, qu'elle n'est pas prête de se calmer et que ce n'est pas des discours de langue de bois ou des mesurettes qui permettront d'y répondre. Alors les manifestants passent des messages, des revendications pour le futur budget. Revient la volonté de taxer les Français aux plus hauts revenus, toutes générations confondues. Les personnes riches deviennent de plus en plus riches, l'écart se creuse et c'est de plus en plus dur pour les autres de pouvoir subsister. La retraite, elle sera de 3 200 ou 3 300 euros, quelque chose comme ça. Et oui, on peut me taxer, je ne sais pas de combien, mais c'est pour le principe, quoi. Que l'effort soit partagé entre les gens qui sont très au-dessus du niveau moyen, du niveau de vie moyen de la population. Le Premier ministre a tenté de lâcher du lest en annonçant quelques mesures avant la manifestation, mais elles convainquent peu à gauche. La stratégie générale est loin de marquer une rupture avec ses prédécesseurs. C'est sûr que là, le Cornu, c'est la stratégie du chloroforme. Donc il essaye d'endormir tout le monde, il ne fait rien, il ne dit rien, et on est quand même énervé, c'est quand même une belle performance. Et par ailleurs, il est très ambigu, mais à chaque fois qu'il sort de l'ambiguïté, ça va pas dans la bonne direction. Donc en fait, c'est mieux quand il dit rien, finalement. Les écologistes rencontreront demain après-midi le Premier ministre et promettent des échanges durs. Le PS et le RN seront eux aussi reçus. Les syndicats, eux, attendront la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu avant de décider au nom d'une nouvelle journée de mobilisation. Et on a choisi comme titre, dans notre titre, de s'adresser au Premier ministre. Monsieur Lecornu, il est temps de sortir de l'ambiguïté. On en débat avec Valérie Lecable. Bonsoir, bienvenue. Thomas. Vous êtes éditorialiste politique pour le site lejournal.info. Bruno Cotrez, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas. Chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po et auteur avec Anne Muxel de ce livre Le vote sans issue, chroniques électorales 2024 aux presses universitaires de Grenoble. Laure Salvin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de Verian. Jonathan
Jonathan Boucher-Petersen. Bonsoir et bienvenue Jonathan, éditorialiste politique à Libération. Et pour Sens Public, n'oubliez pas que vous pouvez participer à l'émission, réagir, poser vos questions à nos invités, à nos experts. Je serai un peu votre porte-parole dans cette émission. Petite journée de mobilisation syndicale, Valérie Lecap, comment vous l'expliquez ? Trois manifs en un mois, exactement, comme vous l'avez dit dans votre sujet, c'est 3 manifs en un mois. Au passage, c'est 3 jours sans être payé quand même, donc où il faut quitter son travail, aller dans la rue. Je suis allée faire un tour comme ça, par curiosité, c'était très bon enfant. Beaucoup de revendications sur taxer les riches, ça reste vraiment le mot d'ordre, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui rassemble absolument tout le monde. La CGT, plus présente que les autres, quand même des gros bataillons de la CGT, le reste un peu plus dispersé. C'est un peu compliqué de manifester quand il n'y a pas de gouvernement, quand on ne sait pas quel va être le budget, quand il n'y a pas de revendications précises et quand on ne connaît aucune des mesures ni à quelle sauce vous allez être mangé. Donc voilà le résultat. Ouais. Bruno Cotresse, il y a peut-être un peu aussi ce sentiment que ça ne sert pas à grand-chose de faire la grève ou de manifester. Parce qu'il n'y a pas de répondant en face, comment vous l'analysez, ça ? Oui, sans doute, ça doit jouer un rôle. Le fait qu'on ne sait pas qui est exactement en face. On n'a que Sébastien Lecornu. Donc ça vise aussi pas mal Emmanuel Macron, les revendications, puisque Sébastien Lecornu, pour le moment, il est assez faiblement identifié globalement dans l'opinion. Il est tout seul, il n'y a pas de gouvernement. Donc effectivement, il ne parle pas. Voilà, il parle pas. Il y a eu une interview régionale, il parle mais il n'y a pas de prise de parole. Il ne parle fondamentalement qu'aux partis politiques et aux syndicats. Donc c'est pas vraiment parler aux Français en direct. Donc effectivement, ça génère ce sentiment qu'on ne sait pas bien où on va dans ces discussions. Puis il y a peut-être aussi un phénomène de lassitude dans l'opinion de cette situation, cette espèce de truc qui s'effiloche depuis maintenant pratiquement la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, la dissolution. On a enchaîné tellement de gouvernements, personne ne mémorise les noms des membres des gouvernements. Et donc peut-être aussi quelque part un petit sentiment de perte de repères. Alors il y a toujours un effet loupe dans des manifestations, Laure Salvin, mais est-ce que ceux qu'on entend là, vous me disiez il y a plus de bataillons CGT que d'autres syndicats, est-ce que celles et ceux qu'on entend dans une journée comme celle-là, ils parlent au nom quand même d'une majorité de Français qui sont en colère et qui attendent malgré tout des mesures de justice sociale et fiscale plus importantes ? Effectivement, il y a une partie de l'opinion, une grande partie de l'opinion qui est en colère, qui exprime cette colère, notamment à l'égard des plus riches. Ça, on l'entend effectivement dans les enquêtes d'opinion. Mais Bruno a raison, il y a également un sentiment de lassitude aussi. Lassitude face à l'incapacité finalement des gouvernements actuels à trouver des compromis pour pouvoir travailler entre eux et pouvoir trouver des projets effectivement qui permettent d'améliorer la situation de la France. Et puis une certaine résignation aussi quelque part. Les Français, ils ont le sentiment finalement que jusqu'en 2027, ça va être compliqué de trouver une voie de sortie à cette situation politique qui semble vraiment, gouvernement après gouvernement, complexe et bloqué surtout. Effectivement, avec donc des chiffres. Alors là, je vais vous donner ceux de la CGT parce que alors évidemment ceux de la préfecture et du ministère de l'Intérieur sont beaucoup plus bas, mais même ceux de la CGT qui nous disaient plus d'1 million le 18 septembre, là ils annoncent 600 000 personnes. Donc il y a eu une mobilisation très nettement plus faible, mais Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, elle ne s'étend pas là-dessus, elle préfère s'attaquer à Sébastien Lecornu. Écoutons-la. Monsieur Lecornu nous l'a dit lui-même, il est un des premiers ministres les plus faibles de la Ve République. Nous savons que nous sommes en position de force. La preuve, le grand patronat n'a jamais été aussi seul et isolé et totalement fébrile. Et Monsieur Lecornu ne sait pas quel sera son avenir très proche. S'il ne répond pas aux exigences sociales, s'il ne répond pas à ces mobilisations, de fait, il ira remplir le cimetière des premiers ministres qui est déjà en train de déborder. Donc il n'y a pas d'alternative en fait pour Monsieur Lecornu. Pour qu'il puisse y avoir de la stabilité gouvernementale, il faut qu'il y ait une réponse aux exigences sociales, à commencer par l'abrogation de la réforme des retraites. J'accueille Alexandre Poussard, bonsoir. Bonsoir bienvenue. Thomas. Pourtant, le Premier ministre s'adresse aux syndicats, aux partenaires sociaux, à l'intersyndicale. Il a fait dans une lettre des annonces qui étaient plus ou moins destinées à les rassurer. Effectivement, avec une annonce à retenir dans cette lettre de Sébastien Lecornu, il y aura une hausse des pensions de retraite des mères de famille dans le prochain budget de la Sécurité sociale 2026. On le rappelle, les mères de famille sont souvent pénalisées par leur carrière hachée dans le calcul de leur pension de retraite et donc ces pensions pourraient augmenter
augmenter mécaniquement l'an prochain en prenant en compte les 24 meilleures années de salaire et pas les 25 meilleures années. Ou alors, ces mères de famille pourraient bénéficier de départs anticipés. Alors cette mesure annoncée par Sébastien Lecornu, en réalité, elle n'est pas nouvelle. Elle a fait l'objet d'un accord entre syndicats et patronat lors du conclave sur les retraites au printemps dernier. Et d'ailleurs, d'autres points d'accord de ce conclave pourront être repris dans le prochain budget, promet le Premier ministre. Et quant au point de blocage de ce conclave sur les retraites, point de blocage qui persistait, à savoir la prise en compte de la pénibilité du travail dans le calcul de la retraite, Sébastien Lecornu souhaite que la négociation se poursuive. Oui, un Premier ministre qui dit vouloir renforcer le dialogue social. Ah oui, dans cette lettre, il assure, je cite, vouloir redonner aux partenaires sociaux la capacité de faire de la négociation collective un véritable levier de transformation de la société au service de la souveraineté économique, de l'emploi, de la compétitivité et du bien-être au travail. Le Premier ministre promet que les accords conclus en 2024 par les syndicats et le patronat seront définitivement adoptés par le Parlement dès le mois d'octobre. Alors, ces accords, on le rappelle, ils portaient sur l'emploi des seniors, l'amélioration du dialogue social et les reconversions professionnels, mais en réalité, là encore, rien de nouveau. Les parlementaires ont déjà validé ces accords interprofessionnels et il restait juste une adoption définitive de l'Assemblée nationale. Donc le Premier ministre n'annonce pas de révolution. D'ailleurs, pour certains syndicats, cette lettre de Sébastien Lecornu, ce ne sont que des mots. Même s'il nous a écrit en nous disant « j'ouvre des portes, je vais penser à la démocratie sociale et à la négociation collective », ça ne peut pas être juste des mots. Quand est-ce qu'il arrête la politique de l'offre qui fait plus de précarité, plus de pauvreté en France ? Et le Premier ministre demande aussi aux partenaires sociaux de travailler sur un certain nombre de thèmes. Oui, il leur dit, allez-y, mettez-vous au travail. Il leur demande de plancher sur certains thèmes dans les semaines, dans les mois à venir. Parmi ces thèmes, il y a le financement de la protection sociale, la souveraineté industrielle, l'amélioration des conditions de travail ou alors le renforcement du paritarisme, c'est-à-dire la gestion de certains sujets par les partenaires sociaux et enfin le marché du travail. Alors que disent les syndicats de ces chantiers de plus long terme qui sont lancés par le Premier ministre? Eh bien, écoutez la secrétaire générale de la CFDT. Je lui dis qu'il est optimiste parce que ça veut dire qu'il se projette au-delà d'une semaine ou 15 jours. Et nous, c'est des sujets sur lesquels on est prêt à travailler. Oui, on est prêt à travailler parce que je pense que ce qui mine aussi aujourd'hui les citoyens, les citoyennes, c'est qu'ils voient pas de perspective. Tout le monde parle d'une semaine à l'autre de l'échéance à venir à quelques jours. Vous l'accompagnez. Et qu'on a besoin, je l'accompagne pas, je suis prête à discuter. Alors, ouvrir des discussions entre les partenaires sociaux pendant plusieurs mois, c'est une méthode finalement qui a déjà été utilisée par son prédécesseur François Bayrou, avec des résultats mitigés. On peut dire ça comme ça, effectivement. Merci beaucoup, Alexandre. Valérie Lecable, effectivement, ce qui n'a pas marché pour François Bayrou, ils n'ont pas sauvé le Premier ministre, les partenaires sociaux. Pourquoi son successeur à Matignon compte sur eux ou travaille toujours avec eux? Parce que c'est encore plus bloqué au Parlement ou en tout cas à l'Assemblée nationale et donc il se dit il y a peut-être là un espace pour réformer le pays ou faire bouger les lignes. Comment vous l'analysez? Non, parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire sans les syndicats. S'il veut récupérer au moins en partie la gauche, il faut qu'il prenne en compte ce que pensent les partenaires sociaux. Alors, par ailleurs, aujourd'hui, il a annoncé un certain nombre de décisions concernant le pouvoir d'achat des Français. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle un petit peu plus tard. Non, mais vous pouvez y aller. Ça fait effectivement partie aussi des revendications, que ce soit sur la prime Macron, que ce soit sur baisser les impôts, alors un peu plus au-dessus du SMIC, parce qu'il s'est un peu trompé, il a dit le SMIC, mais il ne paye déjà pas d'impôts, donc ça va être un petit peu au-dessus, que ce soit sur les heures supplémentaires, etc. Et du coup, on voit bien que ce chantier du pouvoir d'achat, pour moi, il est à double destination, ce chantier. Il est d'un côté à destination de la gauche, des syndicats et du Parti socialiste, et il est aussi à destination du Rassemblement national, qui réclame toujours qu'on prenne en compte le pouvoir d'achat. Donc on voit bien qu'il est dans une espèce d'habileté où, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, il ne se montre jamais. Il se planque. C'est un peu, on parlait tout à l'heure, c'est un peu le serpent, vous savez, dans le livre de la jungle avec ses yeux là, qui sont en train. Serpent K. Oui, exactement. Personnage fourbe. Ben oui, c'est pas très sympa comme comparaison. Il y a des personnages beaucoup plus positifs dans le livre de la jungle. C'est d'hypnotiser les uns et les autres pour les amener en fait à là où ils voudraient aller, c'est-à-dire rester. Il est dans une stratégie
des tout petits pas. Il fait un petit pas après l'autre. Moi, la grande question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il va dire demain au parti politique qu'il reçoit? C'est-à-dire, est-ce que, oui ou non, il a gardé une marge de manœuvre pour pouvoir augmenter? Il a dit, les impôts vont rester égaux, mais il y en a qui vont payer moins et d'autres qui vont payer plus. Alors, ceux qui vont payer moins, il les a annoncés aujourd'hui. C'est essentiellement les bas salaires, pour le faire rapide. Et ceux qui vont payer plus, il n'a toujours pas dit ni qui c'était, ni de combien. Donc en fait, on voit bien qu'il est là en train de garder ses deux fers au feu. Et là, il garde les syndicats au chaud en disant à Marie-Lise Léon, elle est formidable cette Marie-Lise Léon, elle est prête à repartir discuter. Elle a discuté sur le conclave des retraites pendant des mois et des mois. Elle n'a rien obtenu, ou si juste l'histoire des femmes, même pas la pénibilité. Il faut continuer à négocier alors qu'elle avait dit non, je négocie pas. Je trouve que ces deux filles, là, Binet et Léon, elles sont là assez solide, parce qu'elle ne lâche pas le morceau. Oui. Et d'ailleurs, même si le MEDEF s'en défend, dans ce conclave, c'est quand même, semble-t-il, le MEDEF qui a fait échouer la signature. Alors que si on se projette, il y aurait eu un conclave... on n'en serait pas là. Non, on n'en serait pas là. François Bayrou aurait sans doute obtenu plus de longévité à Matignon. Bref. Et surtout, ça aurait coûté beaucoup moins cher au pays. C'est surtout ça. Et sans doute peut-être au MEDEF plus tard. La pénibilité, on aurait réussi à passer l'obstacle. Et la pénibilité aurait coûté beaucoup moins cher que ce que... Un mot peut-être de la stratégie du MEDEF. C'est une branche du patronat. C'est pas tous les patrons aujourd'hui, Bruno Cotresse, parce qu'ils annoncent une grande journée de mobilisation là, le 13, c'est ça, 13 octobre. Ils sont dans la posture des lignes rouges aussi. Oui, au MEDEF, encore une fois, c'est pas on voit d'ailleurs, on a eu des français. réactions venant notamment des syndicats de petites entreprises qui visiblement n'étaient pas très contents d'avoir été mis devant le fait accompli par le MEDEF, qui ont eu le sentiment qu'on leur forçait un petit peu la main et qui, eux, disent, tout en étant très critiques sur les propositions venant de la gauche, mais qui disent c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, nous on veut plutôt dialoguer dans les entreprises, etc. Donc effectivement, qui ne sont pas sur l'idée de se joindre à un patronat qui se transformerait presque en force d'opposition politique vis-à-vis des propositions de la gauche. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est d'autant plus intéressant qu'on sait que la valeur entreprise, elle est plutôt à la hausse dans la société française, dont on le mesure dans nos enquêtes, et notamment l'entreprise de proximité, l'artisanat, la PME, TPE. On voit que c'est plutôt des sources de confiance. Ils sont à des niveaux de confiance bien plus importants que le monde de la politique. Et donc on voit qu'effectivement, ils sentent que peut-être ils tiennent quelque chose de renouer le lien, le dialogue, l'image entre les Français et l'entreprise. Et donc ils ne sont pas sur l'idée, ils ne sont pas tous sur l'idée de monter au créneau tout de suite. Jonathan Boucher-Petersen, est-ce qu'il y a une sorte de radicalisation ou je sais pas, de droitisation du MEDEF? Oui, je pense qu'en plus je pense qu'ils se trompent complètement de diagnostic. C'est-à-dire que ce qu'on disait, c'est que leur maître mot, c'est on a besoin de stabilité, on a besoin de visibilité. Et en même temps, cette façon de s'arc-bouter sur toujours un peu les mêmes positions de façon très dure, comme un parti politique qui ne pourrait pas sortir de son idéologie. Je pense qu'ils en sont les premiers. Ils en sont les premiers responsables aujourd'hui. Le conclave, clairement, ça a été un moment où on s'est rendu compte que le MEDEF n'était pas là pour négocier. C'est vraiment ce que tous les observateurs ont reconnu. Et je pense que ils s'en défendent encore une fois. Mais bon. Oui, ils s'en défendent. Chacun son rôle. Mais je crois que même Alain Minc, qui n'est pas le plus dur avec les patrons, explique que parfois le MEDEF a besoin d'un gros coup de bambou parce qu'ils ne sont pas capables de prendre en compte ce qu'est la situation politique. Et je pense que ce qui minore, et on le voit sur les études sur la taxe Zuckman, par exemple, quand on voit les entrepreneurs, d'une manière générale, c'est à des années-lumière de ce qu'est le discours sur le MEDEF, le discours du MEDEF, parce que le MEDEF ne tient pas compte du fait qu'il y a une dualité très forte entre le tissu de PME, le tissu de TPE, les indépendants, tous ces gens qui ont l'impression quand même d'être en première ligne et de payer, qui ne se sentent pas du tout concernés par les grandes sorties de Bernard Arnault ou même par les sorties de Patrick Martin. Donc je pense qu'il y a une rupture et une fracture qui est en train de se faire au sein du patronat, parce qu'effectivement, quand on dit les entreprises, heureusement, d'une certaine manière, ça revêt des réalités très différentes, mais ça revêt des fiscalités très différentes aussi. Effectivement. Effectivement, je veux bien qu'on détaille un peu, Laure Salvin, dans les niveaux de confiance envers les institutions, où se placent, alors les politiques, j'allais mettre là, non, où se placent les politiques. Alors
on peut mettre les médias assez bas aussi, hein, il faut savoir balayer devant sa porte, mais où se placent les politiques, les partenaires sociaux, comment... Justement, moi je trouve qu'en tout cas, alors dans l'opinion ça se sent pas encore complètement, mais dans les médias, on dirait que c'est un peu la revanche quand même des partenaires sociaux, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé des syndicats, y compris du MEDEF, et chacun essaie de faire entendre sa voix. Et là effectivement, on le voit avec deux femmes fortes, Sophie Binet et Maryse Léon, donc c'est assez impressionnant. Pour le moment, dans l'opinion, les syndicats ne progressent pas vraiment. Ils restent quand même assez bas en termes de confiance. Le problème principal des syndicats, selon les Français, c'est qu'effectivement, ils sont arc-boutés sur leur position et ont du mal, effectivement, à dépasser les blocages ou en tout cas à trouver des compromis. Mais en tout cas, on les a beaucoup mis en avant ces derniers temps. Et peut-être juste une remarque aussi sur la façon dont on appréhende toutes ces différentes réformes. Alors, par exemple, les retraites, mais ça peut être aussi sur le pouvoir d'achat, etc. C'est souvent des réformes très paramétriques, c'est-à-dire qu'on va regarder différents paramètres, discuter, essayer de trouver des compromis sur les paramètres. Mais je pense que ce que souhaiteraient les Français aussi, c'est peut-être un dézoom et une vision un petit peu plus large et à plus long terme que justement, effectivement, juste qu'est-ce qui va se passer dans une semaine ? Est-ce que finalement, si dans 3 semaines on décide ça, est-ce que dans 4 semaines on ne votera pas la motion de censure ? Enfin, voilà. Il y a aussi cette appréhension du long terme, je pense, qui manque dans le discours à la fois d'ailleurs des syndicats et des politiques. Et ça rejoint d'ailleurs cette réaction d'un de nos téléspectateurs, Pierre de Toulon, qui nous dit la perspective d'une censure, d'une instabilité gouvernementale semble inévitable. Alors voilà qui s'affiche la question, comme sous le mandat de François Bayrou, sommes-nous condamnés à revivre le même scénario politique ? C'est cette idée, cette lassitude dont vous parliez tout à l'heure. Cette idée, elle est à la fois source de beaucoup d'inquiétudes, parce que pas avoir d'horizon sur des paramètres fondamentaux de la vie, par exemple l'âge de départ en retraite, n'est quand même pas très optimal pour une démocratie d'un grand pays riche. On parlait par exemple de suspendre la réforme des retraites, et c'est vrai que c'est une chose de le dire. Par contre, pour les gens qui sont sur le seuil de prendre leur retraite, de dire dans 1 an, dans 2 ans, on ne sait pas. Et donc voilà, je pense que ça, c'est un des éléments de la tragédie française qui se passe sous nos yeux. C'est-à-dire, je parle de notre tragédie parce qu'on voit que dans l'opinion, le niveau de manque de confiance, de colère, de lassitude est très élevé. Et on voit des élites politiques qui sont incapables de définir effectivement un horizon lisible, de nous dire, par exemple aussi de nous dire... les déficits publics, si on taxe des gens pour combler les déficits publics, voilà les outils qu'on va mettre en œuvre pour faire que ça ne se reproduise pas. C'est une donnée quand même assez importante pour qu'on accepte de faire des efforts, mais qu'on accepte de faire des efforts, qu'on nous dise comment faire en sorte que ça se reproduise pas. Peut-être ne pas parler que de ça, en fait, au bout d'un moment, parce que c'est vrai que l'exclusive question budgétaire, certes, elle est importante parce qu'elle détermine beaucoup de choses quand on est à la tête du pays. Mais elle obscurcit tout le reste. Tellement d'angoisse, tellement d'inquiétude, tellement de questionnements qui traversent les gens sur le devenir du pays, sur des projets de long terme, sur la façon de se projeter dans un monde qui est instable. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage entre cette espèce de gestion à la petite semaine qui passionne pas les gens, qui même nous parfois nous lasse assez sérieusement, et la lucidité des Français parce qu'ils sont confrontés, parce qu'ils discutent avec leurs enfants, leurs parents. Et voilà, je trouve qu'il y a un espèce d'écart qui se creuse avec des politiques qui bossent pas tant que ça, en fait, parce que certes, il y a la nécessité fait loi, il faut un gouvernement, il faut un budget, mais ça, c'est les affaires courantes aux yeux des Français, c'est le minimum. En revanche, la capacité à te projeter, je pense qu'on paye le fait qu'il n'y ait pas eu de débat digne de ce nom lors de la dernière présidentielle. C'est-à-dire que la séquence qui s'est ouverte lors de la dernière présidentielle, rien n'a été tranché, rien n'a été arbitré, pas grand-chose n'a été formulé, et depuis, il y a une sorte de... voilà. Mais surtout, Valérie Lecable. Oui, je pense qu'il faut rajouter à ça la situation internationale qui inquiète beaucoup les Français. C'est-à-dire, un jour, il y a la reconnaissance par le président de la République de l'État de Palestine, mais la guerre continue quand même. Hier, écoutez, c'était absolument surréaliste, ce truc, ce bateau russe qui était au large de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, c'est entre La Baule et... Moi, je vais en vacances à Normoutier, mais je le vois, Saint-Nazaire, de chez moi. Enfin, oui, le bateau, on le voyait quasiment de la côte, quoi. Et on apprend... Alors, donc, on nous explique qu'il y a une flotte de bateaux fantômes qui se trimballent absolument partout pour aller se ravitailler en pétrole, alors que c'est interdit. Et que les militaires français sont sur le bateau, vous vous rendez compte ? Non, je pense sincèrement qu'entre ça, la situation internationale qui est quand même extrêmement anxiogène pour les uns pour les autres, parce qu'ils ont le sentiment que les choses se rapprochent. Ils ne savent pas très bien quoi, mais il y a un truc qui se rapproche.
et cette espèce de non-avenir, de non-vision. On va dire ça. Ça manque de vision. Allez, je vais être celui qui met la touche optimiste quand même, parce que il n'y a pas si longtemps, on a réussi des Jeux Olympiques que tout le monde. C'était il y a longtemps. Bah non, c'est il n'y a pas si longtemps. Ça fait un an et quelques, et on a réussi à reconstruire Notre-Dame. C'est la vision. Oui, mais c'est aussi notre capacité à toujours nous auto-flageller, trouver que tout va mal. Enfin, le bénéfice de ces 2 succès français, ils ont fait pchit. Et oui, c'est dommage parce qu'effectivement, les JO ont été vécus par les Français comme une véritable parenthèse enchantée, avec une triple surprise. La surprise que, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'attentat, les transports ont fonctionné, tout a bien marché. 2, la France a eu plein de médailles, donc en fait on n'est pas si mauvais que ça. Et 3, que finalement quand on se met ensemble, on arrive à faire des choses en commun. Et ça, c'est ce que j'ai retenu des enquêtes d'opinion qu'on a faites juste après les JO, c'est ce sentiment effectivement que finalement peut-être qu'on a encore un avenir commun, peut-être qu'on a encore du collectif à faire valoir pour justement réussir les gens font beaucoup de choses. Je crois qu'il y avait un gouvernement démissionnaire, si je me souviens bien. À ce moment-là, oui, c'est ça. Oui. C'est justement parce qu'on a vécu ça. Je ne crois pas simplement à la parenthèse. Je pense qu'il y a un legs. Je pense qu'il y a un legs. En tout cas, pour les gens qui ont vécu la période des Jeux Olympiques, je pense qu'il y a un legs. Effectivement, ça marque cette idée de dire... Ah, c'est le contraste. Mais voilà. Et sans le politique, mais on y arrive très bien. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui disaient au moment des JO, ça fait tellement du bien, on ne parle plus de politique. Oui, c'est vrai que les gens... Et donc, c'est justement... Mais pas nos téléspectateurs qui sont pas sur les politiques. Mais en même temps, c'est justement parce qu'on a réussi on vous annonce que le budget des sports n'est pas du tout en augmentation comme prévu. Tous les budgets ont baissé, voilà, celui des sports aussi. Moi, je suis celui qui positive, là, maintenant. J'ai essayé ça pendant quelques minutes. Jonathan, vous vouliez revenir quand même, parce qu'il y a un record, puisqu'on parle de sport, il y a un record dont on veut parler. C'est longue semaine depuis la nomination de Sébastien Lecornu. Oui, je pense qu'elles nous paraissent même encore plus longues que ce qu'elles ont vraiment été. Mais bon, 23 jours que la France n'a pas de gouvernement, on l'a dit, record sous la Ve République. Il y a des records plus ou moins glorieux. 23 jours que Sébastien Lecornu consulte, parti, syndicat, ça on ne peut pas lui reprocher, pour espérer ne pas être censuré d'entrée dès le début de la discussion parlementaire. 23 jours, on a surtout le sentiment que le Premier ministre cherchait à gagner du temps. C'est quand même beaucoup ce qu'on entend chez ses interlocuteurs. On se souvient qu'à son arrivée, il y avait eu des mots forts. Il avait marqué les esprits en revendiquant un changement de méthode, promis des ruptures sur le fond, sur la forme. Vous allez voir ce que vous allez voir. Franchement, on ne voit pas trop ce qui a décanté en 3 semaines. C'est aussi ça qui suscite la déprime. Peut-être sur la forme, quand même. Oui, sur la forme, on a pu constater que Sébastien Lecornu est effectivement un taiseux. C'était censé être une qualité dans les premiers temps, ça finit par être plutôt une source d'ambiguïté dans l'esprit des gens. Donc ça, c'est effectivement une rupture assez nette avec la logorée Bayrou, surtout dans la dernière ligne droite. Mais pour ce qui est des qualités de négociateur, on nous louait vraiment l'élu de terrain, la capacité à négocier de Sébastien Lecornu. Moi, je trouve, et je suis sûrement sévère, mais qu'elle reste largement à démontrer. Et en fait, à force de rien dire, il finit par donner le sentiment de cacher son jeu, d'être dans une forme d'ambiguïté et de ne pas emmener grand monde, de ne pas convaincre grand monde, et à la fin de s'inscrire dans une continuité qui n'a pas grand-chose à voir avec la rupture promise. Alors, c'est d'abord avec le Parti socialiste que Sébastien Lecornu espérait négocier une non-censure. En tout cas, c'est ce qu'on avait compris. Mais, d'une certaine manière, il a fermé la porte ce dimanche définitivement avec cette interview dans Le Parisien. Pas beaucoup de prises de parole, mais surtout des prises de parole pour dire non. Dans Le Parisien, donc c'est non pêle-mêle à la taxe Zuckman, c'est non à l'ISF, c'est non à toute suspension de la réforme des retraites. Donc après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais il se trouve que c'était les principales demandes des gens avec qui discutaient les socialistes. Donc ça a douché quand même toute capacité à trouver un accord. Certes, les socialistes, on peut aussi considérer qu'ils avaient placé la barre très haut. On peut se demander s'ils avaient vraiment envie d'aboutir. Ils en avaient vraiment envie, et d'être ceux qui allaient sauver le soldat Lecornu. Donc après, il faut dire, il y a une équation qui dépasse un peu la personne de Sébastien Lecornu. C'est que c'est très difficile quand on s'appuie sur LR, qui pose des lignes rouges à longueur de semaine, et qu'on veut toper avec les socialistes qui ont des exigences, a fortiori quand il y a des mobilisations sociales et quand le terreau est un peu favorable. Donc c'est pas le premier à se casser les dents sur cette équation. Ce sera peut-être pas le dernier, ça on le verra. Donc ça ne devrait pas changer grand-chose, ce round de discussion demain. A priori, Alors il voit qui demain déjà il voit les socialistes, les écologistes, les communistes et le RN. Rassemblement national. Et le RN. Alors justement, on va discuter du Rassemblement national, parce que le ton a un peu évolué quand même au fil des semaines. Oui, parce qu'en gros, on a beaucoup entendu Marine Le Pen clamer, réclamer, exhorter, en disant que c'était inéluctable, c'était une question de semaines ou de jours, une dissolution, parce qu'on a bien compris que c'était ceux qui avaient le plus à y gagner.
Et en même temps, quand on entend Jean-Philippe Tanguy, un certain nombre de responsables qui prennent la parole en ce moment, on sent que la censure n'est pas du tout quelque chose d'acquis comme un prérequis de cette rentrée, quoi. Donc on sent qu'il y a une temporisation. Je pense que ça s'explique aussi parce que le lead médiatique et politique a été pris par les socialistes, a été pris par le mouvement social, que les revendications ne sont pas exactement les mêmes, que la droitisation du RN l'amène à pas spécialement être dans la roue des syndicats, ça c'est pas une nouveauté. Mais voilà, on sent que le parti d'extrême droite temporise et qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça qui pourrait, une fois de plus, offrir du temps au gouvernement minoritaire qui est à la tête du pays. C'était déjà vrai sous Michel Barnier, ça a fini par être vrai sous François Bayrou. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Moi, je pense qu'en l'état, la gauche censure. Et le RN donne du temps à Sébastien Lecornu. Alors, on va parler, tiens, justement, d'abord de la stratégie du RN, si vous voulez bien, et puis ensuite on parlera de la gauche. Votre avis? Alors, pour parler du RN, l'impression qu'on a de ce qui est en train de se passer, il y a deux pistes. Il y en a une, à mon avis, qui est une impasse. C'est-à-dire, pour aller vite, le débat sur l'exécution provisoire en raison de l'incarcération de Nicolas Sarkozy pourrait mener, d'une façon ou d'une autre, un jour pas si lointain que ça, à une remise en cause de l'exécution provisoire. Pas d'une façon générale, parce que c'est 85% des délits, mais associé à l'inéligibilité de façon automatique, sauf discussion, c'est-à-dire ce qui a été rajouté dans la loi Sapin 2. Donc ça pourrait rentrer dans une espèce de négociation qui ne dit pas son nom avec le RN. On vous donne la fin de l'exécution provisoire, c'est une carotte pour Marine Le Pen. Tu me laisses passer, tu vas gagner du temps au lieu d'aller faire une dissolution, de te faire réélire. C'est pas de la belle politique, mais pourquoi pas. Ça change la vie des Français, en tout cas. On va se débrouiller ensemble pour cette histoire-là. Parce que je pense que dans le débat, les esprits des Français ont évolué. Simplement, la difficulté, c'est que comme elle est assez lourdement condamnée quand même, le temps judiciaire, même si cela advenait, ne lui permettrait pas, en fait, elle serait condamnée par la Cour de cassation avant même l'élection présidentielle. Et du coup, une fois que c'est définitif, exécution provisoire ou pas, ça serait automne 2026, d'après les calculs. Donc, cette piste-là, qui a été pas mal explorée, n'est pas tout à fait évidente. Donc, il y en a une autre qui est un petit peu plus tordue. Je vais essayer d'être claire et rapide. Donc, ça veut dire quoi? Vous prenez Louis Alliot à Perpignan. Il est inéligible. OK ? Aux élections municipales, il décide de se présenter quand même. Le préfet Valois lui dit « non, tu ne peux pas te présenter, tu es inéligible ». Et il dit « mais pas du tout, moi je vais devant le Conseil d'État ». Le Conseil d'État dit je ne sais pas quoi, et lui il fait une QPC. Question prioritaire de constitutionnalité. En disant il n'y a aucune raison que je ne puisse pas me représenter puisque je suis maire. Ok, donc vous me dites que la stratégie du RN, en fait, elle ne porte que sur l'avenir judiciaire et politique de ces dirigeants. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que l'explication de ce que vient de dire Jonathan, qui est tout à fait exact, c'est qu'ils étaient extrêmement énervés au début et qu'ils le sont moins aujourd'hui, pourrait s'expliquer par le fait qu'ils sont en train d'essayer de trouver un passage qui exclut la dissolution, qui leur ferait perdre du temps et qui ne leur en ferait pas gagner. Que c'est plus dans une solution quelconque pour Marine Le Pen. Je prends beaucoup de gants. Non, mais je pense qu'il y a aussi ce questionnement qu'il y a au RN des deux lignes. C'est-à-dire que comment est-ce qu'il continue à apparaître comme un parti anti-système qui est quand même le fond de sauce de Marine Le Pen historiquement, et en même temps on voit que la ligne Bardella, c'est quand même d'aller du côté des patrons, du côté de l'électorat de droite, essayer de faire casser un peu ce plafond de verre. Et c'est vrai que dans la situation, être dans la roue de Sophie Binet ou de la tête Zuckman, c'est pas le meilleur moyen d'attirer de l'électorat de droite qui est censé se considérer qu'il n'y a pas d'avenir avec Bruno Retailleau et que c'est Jordan Bardella leur nouveau champion. Donc je pense qu'il y a évidemment l'intérêt personnel et cette négo un peu bas de gamme qu'il ne faut pas écarter. Mais je pense qu'il y a aussi une équation politique. Vous avez tout à fait raison. Et la vérité, c'est qu'il y a de plus en plus de lignes. C'est-à-dire, d'un côté, Jordan Bardella et quand même une bonne partie du RN qui dit de toute façon, Marine Le Pen, elle ne va pas s'en sortir. On y va avec Bardella, qui est cette ligne que vous venez de décrire. Et il y a la ligne Marine Le Pen qui n'est peut-être plus majoritaire. Où elle essaye encore de trouver une issue. Et puis, alors, il y a quand même des leaders du Rassemblement national, quand ils sont invités, notamment dans les matinales à la radio, en l'occurrence, c'était Sébastien Chenu ce matin sur RTL, qui liste ce qui pourrait inciter le parti lepéniste à ne pas censurer. Écoutez. Exactement. Rupture forte sur la politique migratoire, c'est-à-dire par exemple la fin de l'aide médicale d'État pour en faire une aide médicale d'urgence, une inflexion très forte de notre contribution à l'Union européenne, c'est-à-dire on arrête d'augmenter chaque année notre contribution à l'Union européenne, et puis probablement sur les dépenses toxiques de l'État, l'engagement d'une réforme peut-être sur le millefeuille, on se penche sur la question du doublon ou du doublonnement que peuvent représenter les régions et les départements. On fera des économies d'échelle.
On a vu quand même comment Michel Barnier avait été baladé par le Rassemblement national. Oui. Enfin, Sébastien Lecornu ne peut pas être naïf, quoi. Il doit bien savoir que le même destin risque de l'attendre. D'advenir, d'autant que s'il va dans ces directions, c'est autant de difficultés qu'il attend du côté gauche, évidemment, puisque j'imagine bien que du côté des socialistes, on n'a pas seulement en tête d'obtenir des choses positives pour le pouvoir d'achat ou lutter contre l'injustice fiscale, mais on a aussi quand même en tête l'image du parti dans la perspective des prochaines présidentielles. Et c'est vrai que le PS a déjà aidé François Bayrou à adopter le budget 2025. S'il aidait pour le budget 2026 et qu'en même temps Sébastien Lecornu soit obligé de lâcher du lest sur des demandes très droitières du Rassemblement national, ça commence à faire beaucoup pour se présenter vers les électeurs de gauche en 2026-2027 en disant c'est nous la gauche. Oui, parce que c'est intéressant, on va s'appuyer sur le baromètre politique que vous publiez pour le Figaro Magazine. Alors je vais moi donner celles et ceux qui sont en tête des cotes d'avenir. On trouve beaucoup de personnalités de droite ou d'extrême droite, Jordan Bardella, Marine Le Pen en tête, ensuite Édouard Philippe, Bruno Retailleau, avec un écart quand même assez important, Gérald Darmanin, Marion Maréchal, Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann qui arrive en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e position finalement de ces codes d'avenir. Et alors, on a regardé ensuite, et c'est parce que vous nous l'avez conseillé, celles et ceux qui baissent le plus, c'est-à-dire plus de 2 points de baisse par rapport au baromètre précédent. Alors Jordan Bardella en fait partie, mais il y a quand même pas mal de personnalités de gauche. Pas mal de personnalités de gauche, que ce soit d'ailleurs du côté de François Hollande, Bernard Cazeneuve qui perd aussi 2 points, Anne Hidalgo, mais aussi plus à l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon qui atteint son record historiquement bas puisqu'il est à 10% de cote d'avenir. Donc vous imaginez cette personnalité politique avoir un avenir, c'est ça? Exactement. Est-ce que vous souhaitez c'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous souhaitez qu'il ait un avenir, qu'il joue un rôle à l'avenir en France? Et aujourd'hui, il est à 10%, effectivement, ce qu'il n'avait jamais atteint jusqu'à présent. Manuel Bompard aussi baisse, Mathilde Panot. Donc effectivement, on sent un essoufflement. Et quand on demande aux Français qui représente le plus l'opposition aujourd'hui, effectivement, alors la première réponse, c'est personne. Il n'y a pas d'opposition. Et les Français considèrent qu'il n'y a pas d'opposition parce que surtout, il n'y a pas de projet alternatif. Et en deuxième position, c'est le RN qui arrive. Troisième position, LFI, et puis enfin le Parti socialiste. Donc on voit bien que la gauche n'est pas forcément en position, en tout cas, de supériorité côté opinion, et que ceux qui incarnent plus l'opposition aujourd'hui, ce sont le RN. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que les Français sont très sceptiques, parce qu'ils veulent du changement, et en même temps ils ne savent pas à qui confier les clés de ce changement, parce que personne ne leur paraît si crédible que ça. Donc effectivement, on remarque que Jordan Bardella et Marine Le Pen sont en tête du classement, mais à 40% et 39% de cotes d'avenir. Il y a encore 10-15 ans, les cotes d'avenir dépassaient les 50%. Là, on est quand même à des niveaux très faibles. Oui, donc il y a un désaveu général, on peut dire, pour le personnalité politique. Alors Valérie Lecable, il y a une petite musique Raphaël Glucksmann depuis quelques jours, parce qu'il y a eu 1 ou 2 sondages favorables. Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop tonitruante dans le milieu médiatique? Est-ce qu'on ne donne pas trop d'importance à ces sondages qu'il place devant Jean-Luc Mélenchon? Je voudrais juste dire un mot sur Marine Le Pen. 40% avec ce qu'on a décrit, c'est-à-dire quand même une très forte possibilité qu'elle ne puisse pas, probabilité même, qu'elle ne puisse pas se présenter, ça reste élevé. Les gens ne se rendent pas encore compte de la réalité de la situation judiciaire, je pense. Et ça, c'est une parenthèse. Sur Raphaël Glucksmann. L'enjeu de la présidentielle, c'est quoi? Le RN sera au second tour. Les gens sont... J'ai jamais entendu quelqu'un dire que le RN ne sera pas au second tour, quel que soit le candidat d'ailleurs. C'est assez étonnant. Il n'y a pas de différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est pas du tout la même politique. On va voir la campagne quand même. Oui, moi j'allais dire la même chose. J'allais dire aussi la même chose. C'est dans longtemps, et une campagne électorale. C'est dans longtemps. Vous le savez beaucoup mieux que moi. C'est quand même très rude. Donc est-ce que Jordan Bardella, si c'est lui, tiendra? Ça n'empêchera pas forcément d'être au deuxième. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai que là, il y a un socle électoral qui semble très solide. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différenciation chez les électeurs entre les deux. Voilà, le reste, on verra. C'était ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec vous qu'une campagne serait longue et qu'il n'a pas forcément les armes à son âge pour tenir une campagne aussi difficile. Mais donc le sujet, c'est qui va être face à Jordan Bardella au second tour ou à Marine Le Pen. Donc c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est ça le sujet.
Donc, c'est vrai que quand vous voyez... Alors, ça, c'est une chose, les codes de confiance. Moi, je me réfère au sondage de notre ami Frédéric Dabi, qui est sorti il y a quelques jours. Et on voit quoi? On voit un Édouard Philippe extrêmement sanctionné par les très grosses difficultés du bloc central. C'est-à-dire qu'il était à 25%, il descend à 16%. Ça fait presque 10 points d'écart. Depuis le mois de mai, c'est beaucoup. Donc, une grosse difficulté à s'en sortir. Vous prenez la fourchette haute d'un côté et basse de l'autre. Non, je prends celle d'aujourd'hui. C'est celle d'aujourd'hui. Mais effectivement, la baisse, elle est forte. C'est celle d'aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il a beaucoup de difficultés à se différencier de ce bloc central auquel il est associé chez Jean. Et la deuxième leçon de ça, c'est que on disait toujours c'est Mélenchon qui est devant, c'est Mélenchon qui est devant, c'est Mélenchon qui est devant. Et vous confirmez, eh bien non, ça ne serait pas Mélenchon qui serait devant. Alors, chez Dabi, il est plus haut, il est à 12-13 plutôt que 10. D'accord. Et donc, Glucksmann est passé devant. Donc, après, Retailleau reste assez bas en intention de vote. Il est de mémoire, il est à 9, je crois. Le phénomène Retailleau, Darmanin, si vous voulez, le bloc central, vous prenez Retailleau est à 9, Darmanin est à 7, Attal est à... 10. Combien 10. 10. Mélenchon est à 10. Voilà. Et Philippe est sur une dynamique qui recule. Donc, ça nous passionne, mais n'oublions jamais que, sauf cataclysme, c'est dans... C'est dans 1 an et demi ou c'est dans 3 mois? Oui, ça, moi, j'y crois pas trop. Non. Tiens, il y a une question de Fabien de Nice. Je vais vous la poser, Bruno Cotresse. La montée des personnalités de droite dans les baromètres reflète-t-elle un basculement idéologique durable de la société française? C'est une question plus difficile à répondre qu'il n'y paraît. Les chercheurs proposent des réponses différenciées. Il y a effectivement bien des éléments qui vont dans le sens d'une société française qui, sur certains aspects, pas tous, sur certains aspects, a une demande incarnée par la droite, ordre public, lutte contre l'immigration illégale, voilà, la loi et l'ordre, comme on dit. Et là, c'est clair, toutes les enquêtes d'opinion, toutes les enquêtes que nous réalisons montrent que sur ces dimensions régaliennes, il y a un sujet de préoccupation et une demande on va dire, d'autorité dans la société. Mais ça ne couvre qu'une partie. En même temps, il y a une très forte demande, comme nous le voyons aujourd'hui, très forte demande de justice sociale, qui, elle, est plus incarnée par à la fois le Rassemblement national et la gauche, différemment, mais qui incarnent tous les deux. Ça, beaucoup plus aux yeux des électeurs que la droite. Et donc, c'est en ça que la réponse est délicate. Et par ailleurs, il y a aussi une dimension de l'échelle du temps que l'on prend en compte sur une très longue durée de temps. La société française, par rapport aux années 1950, 60, elle est devenue plus tolérante. Par contre, sur une courte période, depuis ces 15 dernières années, avec tous les bouleversements qu'on a eus, les grandes crises économiques, etc., c'est vrai que ça a un peu inversé la vapeur, ou ça a un peu modéré cette tendance de très longue durée. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, quand on regarde les classements des personnalités préférées, sur les 10-15 personnalités préférées, il y en a quand même beaucoup de droite ou d'extrême droite. Laure, un mot, puis ensuite on a une dernière question. Quand est-ce qu'on va avoir un gouvernement? Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir vous répondre, Louis, mais on va poser la question. Laure. Pour aller dans le sens de Bruno, effectivement, quand on regarde sur une période de 20 ans le positionnement sur une échelle politique gauche-droite des Français, en fait, en 20 ans, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire, vous avez de très légères évolutions, mais finalement, vous avez encore des gens qui se disent à gauche, encore des gens qui se disent à droite, sans forcément se dire proche d'un parti politique, d'ailleurs. Voilà, c'est intéressant. Donc la réponse n'est pas si évidente, on sent quand même que la valeur, parce que ce que disait Bruno sur le côté la loi et l'ordre, comme étant le terreau classique de la droite, ça c'est un peu un immuable, et que dans le débat public, on voit d'ailleurs que c'est très transpartisan sur la question de la justice fiscale. L'exigence de justice après 8 ans de quinquennat Macron, qui a été vécu comme certes un pari pro-business auquel certaines personnes ont adhéré au début, mais qu'à l'arrivée, il n'y a pas eu de ruissellement, il y a une hausse de la précarité, les salaires n'ont pas augmenté. Enfin, ce bilan, il commence à être quand même intégré, et ça ouvre quand même plus un questionnement de gauche qu'un questionnement Retailleau. Je pose quand même cette question, quand est-ce qu'on va avoir un gouvernement? C'est ce week-end? On dit ce week-end ou lundi, parce qu'ils ont l'air de prendre quand même un petit peu de temps. C'est toujours un petit peu plus long que ce qu'on Est-ce qu'on est vraiment impatient? Ça, c'est une autre question. Alors, notre téléspectateur dit c'est ça que les Français veulent savoir. Je pense qu'il y a un peu d'ironie quand même dans cette réaction. Il faut attendre le retour d'Emmanuel Macron, de tous ses voyages déjà. Donc, je ne sais pas, ça va être ce week-end ou lundi. Dans l'ensemble, il va y avoir pas mal de reconductions du gouvernement précédent. Il va y avoir quelques entrées quand même. On attend de voir qui sera finalement à Bercy. Est-ce que c'est
l'ancien ministre est-ce que c'est Roland Lescure ou pas? Voilà, il y a une question là-dessus. On attend de savoir la défense et les affaires sociales. Enfin, il y aura quelques points d'interrogation, mais... Allez, on termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions et aux questions de nos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci à vous de participer. Je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Anne Muxel, Bruno. Le vote sans issue, c'est aux presses universitaires de Grenoble. Votre baromètre, Laure Salvin, à lire dans le Figaro Magazine. Et vos articles, Valérie, sur le site lejournal.info. À très bientôt sur Public Sénat.